Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la playlist Qu'est-ce que, et il s'agira du MIDI. Alors non, il ne s'agit pas du sud de la France, ni même de l'heure du déjeuner, mais plutôt d'un protocole en fait de communication entre différentes machines et instruments électroniques qu'on appelle Musical Instrument Digital Interface, dans lequel on retrouvera des synthétiseurs par exemple, depuis le début des années 80 jusqu'à nos jours, des boîtiers qui permettent de gérer des notes MIDI, notamment les séquenceurs, des boîtes à rythme, des contrôleurs MIDI sur lesquels on va affecter des actions sur des boutons, des faders, des pads, et bien sûr les ordinateurs avec lesquels on va pouvoir centraliser énormément d'informations MIDI. Que vous soyez des anciens qui venaient de vous convertir à l'informatique musicale, ou toi, le petit jeune qui m'écoute, vous avez certainement dû entendre parler du MIDI sans pour autant savoir à quoi ça correspond exactement. Alors l'idée de ce tuto ici n'est pas de vous expliquer dans les détails, mais plutôt dans les grandes lignes ce qu'est le MIDI. Donc si vous êtes dans l'attente d'un tuto qui explique comment programmer un message, un fichier MIDI, passez votre chemin ici, le but est de vous permettre de savoir à quoi sert le MIDI. Alors afin de mieux appréhender le sujet, je vais prendre un exemple qui va peut-être vous paraître un peu étrange, mais qui permettra certainement de vous donner une idée de ce qu'est le MIDI. Alors imaginons vous êtes Mozart, ou Beethoven, alors, non pas celui-là, celui-là. Vous êtes en pleine inspiration pour composer votre œuvre musicale et vous souhaitez consigner l'étalage de votre talent sur un support. Alors c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas d'enregistreur à bande, ni même de magnétophone, vous savez, l'appareil où il fallait appuyer sur play et enregistrement en même temps pour enregistrer l'audio sur une cassette, ou encore un enregistreur MP3 ou MP4, pour toi le petit jeune qui je l'espère m'écoute toujours. Donc à l'époque, pas d'autre choix que d'écrire ces notes sur une partition, alors pour deux raisons. Pour se souvenir des notes que le compositeur a jouées, et aussi pour permettre à n'importe quel interprète de rejouer la création musicale identique à celle qu'a écrite l'auteur. C'est d'ailleurs toujours d'actualité. Cela implique bien évidemment de connaître le solfège, à savoir le langage des notes écrites sur papier. Sur une partition musicale, on trouvera donc des notes, plus ou moins longues, des blanches, des noires, des croches, des demi-croches, des triples croches. On va retrouver aussi les pauses, les demi-pauses, les soupirs qui représentent une notion de durée, des silences. D'autres informations telles que les clés sur lesquelles il faut jouer, la plus connue étant la clé de Fa ou la clé de Sol. On pourra même apporter des précisions sur l'instrument avec lequel on joue, notamment par exemple des tablatures de guitare pour afficher comment placer ses doigts sur un manche, ou même indiquer un système de notation avec des croix pour les batteries, etc., etc. Donc même si on peut indiquer de nombreuses informations au sein d'une partition, cela implique une connaissance du solfège, de la notation, pour pouvoir interpréter une partition. Alors imaginons qu'on puisse vous permettre de prendre en compte toutes ces indications sans que vous ayez quelconque notion de solfège et que vous puissiez, en plus, ajouter des paramètres tels que des informations de volume, de panoramique, de balance, de tempo, voire même de dire je souhaite que cette suite de notes soit jouée par un piano, cette autre par une basse, ou une autre par une batterie, etc. etc. Et si en plus, tu pouvais jouer le tout à ma place sans erreur, ça serait top. Eh bien le MIDI fera tout ça à votre place, avec un contrôle total sur chaque réglage sur lesquels vous pourrez revenir à tout moment. Alors comme j'ai pu vous le dire en début de tuto, le MIDI, c'est un protocole de communication entre diverses machines et instruments électroniques. Alors on peut se poser la question, pourquoi faire? Et comment ça communique? Alors, pourquoi faire? Donc l'intérêt ici du MIDI, c'est l'uniformisation. Donc un grand mot qui se résume de façon simple: pour que nos instruments, nos séquenceurs, qu'ils soient hardware, c'est-à-dire physique, ou software logiciel, puissent communiquer, il faut un langage commun, c'est-à-dire des repères qui font que quoi qu'il arrive, l'information puisse passer
et être interprété correctement, quel que soit l'instrument ou la machine utilisée. Donc ce langage est très basique, le terme le plus approprié serait même binaire, car il contient que des 0 et des 1. Le MIDI aussi gère des messages et en aucun cas des flux audio, ce qui fait que lorsque les messages sont sauvegardés sous forme d'un fichier MIDI, ils sont très légers, de l'ordre du kilo-octet dans la majorité des cas. Alors de quel message s'agit-il? Alors on aura plusieurs messages, notamment un groupe nommé statut, des messages de statut, qui vont servir à qualifier la nature des informations, c'est-à-dire de quel type de message il s'agit en quelque sorte. Un autre groupe de données qu'on appelle les data, qui vont eux non pas qualifier mais quantifier les données avec des numéros, des noms de notes, des valeurs de vélocité, en quelque sorte une valeur qui va être systématiquement envoyée. Après on a des messages de type canaux. Si vous souhaitez contrôler plusieurs instruments en même temps et éviter un méli-mélo de messages embrouillés, donc il a été nécessaire de créer des canaux MIDI séparés, qui sont au nombre de 16. Ainsi, chaque instrument peut avoir son canal dédié et de ce fait jouer en même temps que d'autres sans que les flux de données soient mélangés. Enfin, on a un autre groupe de messages qu'on appelle système. Lui fera abstraction en fait des canaux MIDI et va se concentrer et va concerner uniquement l'ensemble des machines et des instruments connectés. On réunira ici les messages en temps réel, comme les messages de synchronisation entre les appareils. On retrouvera également des messages de type système, de système exclusif, le fameux sysex. Alors, pas comme ça, hein, comme ça, qui permet d'identifier notamment un fabricant, ses paramètres, afin de mieux échanger entre divers synthétiseurs, par exemple. Ainsi, chaque machine compatible MIDI sera en capacité d'interpréter un ou plusieurs messages. Alors bien sûr, toutes les machines MIDI n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Un contrôleur de surface va gérer des faders de volume, des rotatifs, pour les panoramiques, des boutons on-off. Un synthétiseur, lui, contrôlera en plus des notes, des banques de sons, des paramètres de modulation de son, etc. Ainsi, si vous voulez savoir ce que votre machine a dans le ventre et ce qu'elle peut contrôler, il faudra aller consulter en fait la table d'implémentation MIDI, la MIDI chart, dans le manuel utilisateur. On trouvera bien souvent donc un tableau avec 4 colonnes, la première qui décrit les diverses fonctions, la deuxième les messages transmis, la troisième les messages reconnus et la quatrième les commentaires qui sont associés. Vous trouverez également donc à proximité de ce tableau un autre tableau de control change, ou plus communément appelé CC. Alors pas celle-là, hein. CC pour control change. Donc le CC permet de modifier différents paramètres de votre machine. Donc on retrouvera jusqu'à 128 contrôles possibles, pas forcément tous affectés ni reconnus par toutes les machines, mais on trouvera généralement des facteurs communs, tels que par exemple le numéro 1, qui va correspondre aux paramètres de modulation, le 7 de mémoire, je crois, le volume. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour le moment. Alors, comment ça circule? Alors, pour illustrer ma réponse, j'aurais tendance à distinguer deux parties importantes. La première partie est tout ce qui va concerner le contrôle en temps réel. Et l'autre partie va concerner en fait le fichier MIDI en tant que tel, qui contiendra des sauvegardes d'informations qui pourront être relues à tout moment. Alors, que ce soit un synthétiseur, une boîte à rythme, un contrôleur de surface, le séquenceur de votre ordinateur, chaque bouton, chaque paramètre que vous allez toucher sera identifié comme un signal unique. Ce message peut circuler de différentes façons, d'un appareil vers un autre avec un câble MIDI, ou en interne, c'est-à-dire au sein de la machine, du synthétiseur, de l'ordinateur. Au cours du temps, il y a eu plusieurs modes de connexion, de connectique possibles, mais je vais retenir que les deux principales qui sont toujours d'actualité et les plus utilisées, à savoir la connexion DIN, avec les 5 broches, ou le port USB. Alors, comment ça se passe? Un appareil peut envoyer et recevoir des informations MIDI. Quand on envoie des informations vers un autre appareil, on parle de MIDI out, c'est-à-dire sortie, c'est-à-dire qu'on va faire sortir les messages MIDI d'un appareil A vers l'entrée, c'est-à-dire le MIDI in d'un appareil B. Prenons un exemple, j'ai un synthétiseur A qui contient un séquenceur, c'est-à-dire une option qui permet d'enregistrer les notes jouées ainsi que plein d'autres informations, notamment comme j'ai pu l'expliquer avec l'exemple de la partition tout à l'heure. Donc j'ai un synthétiseur A qui a un séquenceur et j'ai un expander B, c'est-à-dire un synthétiseur
dépourvue, qui n'a pas de touche de piano, en gros une boîte qui contient des sons qui peuvent être joués par un autre clavier. Je souhaite jouer avec les touches de mon synthé A, avec les sons et les notes de l'expander B. Donc je connecte donc le port MIDI out du synthé A vers le port MIDI in de l'expander, qui va de ce fait recevoir les messages de notes jouées par les touches du synthé A. Vous me suivez toujours là? Là on est en direct, on joue en live. Donc je résume, j'utilise les touches de mon synthé A pour générer les notes et les sons de l'expander. Ici, on regroupe plein d'informations MIDI, comme des notions de notes, de longueur de notes, etc. Donc je suis content de mon travail, et imaginons que j'ai envie d'enregistrer ces notes dans le séquenceur du synthé A. Il me faudra donc renvoyer les informations MIDI générées par l'expander B vers le séquenceur du synthétiseur A. Il faudra donc connecter le MIDI out de l'expander vers le MIDI in du synthétiseur, dans lequel il y a mon séquenceur. Donc au final, on utilise les touches du clavier du synthétiseur A pour envoyer les informations de notes, de longueur de notes, de type de toucher, vélocité, aftertouch et autres, dans l'expander B, qui lui va les interpréter avec ses propres sons pour ensuite les renvoyer dans le séquenceur du synthétiseur A qui pourra enregistrer et sauvegarder ce comportement et ce jeu de notes dans un fichier MIDI. Il existe également un troisième port qu'on appelle le MIDI through à travers, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail afin de ne pas trop vous embrouiller, mais retenez que ce port sera d'une grande utilité si vous utilisez au moins 3 synthés ou expanders. Ben oui, parce que dans la configuration qu'on vient de voir, les ports MIDI in et out du synthétiseur A et de l'expander B sont mobilisés, sont utilisés. Donc si vous avez un troisième synthétiseur C, comment vous allez faire pour mettre dans le circuit des informations MIDI, sachant qu'il n'y a plus de port de disponible? Eh bien, grâce au MIDI through, qui permet de connecter en série d'autres machines, on va dire, sur une seule entrée MIDI. C'est en quelque sorte une sorte d'adaptateur. Maintenant, avec les nouvelles machines actuelles, on utilise très souvent le port USB de la machine vers l'ordinateur et inversement. Les flux MIDI fonctionnent dans les deux sens, c'est-à-dire en envoi et en réception d'informations MIDI avec un seul et même câble. L'ordinateur devient en général le centre de contrôle, le séquenceur, qui va gérer l'ensemble de vos instruments et de vos contrôleurs de surface. Donc si vous utilisez, ou si vous avez plusieurs instruments et machines, on utilisera un hub, c'est une sorte de multiprise qui permettra donc de multiples branchements USB, le tout relié à votre ordinateur. Alors il existe encore une autre option, sans connectique physique, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait maintenant utiliser un ordinateur avec des instruments virtuels, c'est-à-dire qui sont intégrés sous forme de logiciel, voire même dans le logiciel séquenceur de votre ordinateur, et où il est tout à fait possible d'utiliser les touches de votre clavier d'ordinateur pour déclencher des notes MIDI. Donc les possibilités sont maintenant très étendues, on peut même créer donc des notes rien qu'avec des clics souris de l'ordinateur, ce qui est devenu maintenant chose très courante, voire même banale de nos jours. Alors maintenant vous avez une idée de comment transitent les flux d'informations MIDI par connectique ou en interne. Alors c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle de connexion MIDI, de messages reconnus par plusieurs machines qui arrivent à se comprendre, ou pas d'ailleurs, mais sur quelle base en fait tout ça fonctionne en définitive? C'est justement maintenant que je vais vous parler du standard général MIDI, le GM, créé en 1991 il me semble, et je vais vous parler également donc du fameux MIDI file, c'est-à-dire du fichier MIDI. Alors, quel est ici l'intérêt de ce standard? Donc il est tout simple. Toute machine ou tout logiciel qui utilise ce standard saura reconnaître, lire et interpréter ce fichier. Je reviens à mon exemple de partition de tout à l'heure avec Mozart et Beethoven. Au lieu d'écrire votre composition sur papier, qui nécessite des notions de solfège aussi bien en lecture qu'en écriture, on pourra aisément créer un fichier MIDI qui contiendra toutes ces informations nécessaires à une lecture fidèle de ce que le compositeur aura renseigné comme information. Alors attention, ne pas confondre General MIDI et MIDI file, même si l'un va avec l'autre. Le General MIDI est un standard qui va associer une banque, un type de son, à un numéro unique et identique pour chaque machine. On distinguera des familles d'instruments, des noms d'instruments et un kit de batterie. Le MIDI file est un fichier qui recueille ces informations
de numérotation de son, mais aussi de notes enregistrées et de réglages de paramètres comme la panoramique, le volume, le vibrato, la modulation, le portamento, etc., etc. On va voir grosso modo le General MIDI. Alors pour qu'un instrument soit compatible avec cette norme, il y a un minimum de prérequis. La polyphonie, c'est-à-dire que la machine ou le synthé puisse jouer plusieurs notes simultanément. Je crois que ça doit être un minimum de 16 notes. Alors attention, ne pas confondre avec la multitimbralité, parce que souvent certains font la confusion entre les deux. La multitimbralité permet de jouer plusieurs sons différents en même temps. Le minimum requis d'ailleurs, je crois qu'il doit être de 15, je pense. Donc il faut aussi disposer de familles d'instruments en commun. Il faut que le canal MIDI numéro 10 soit consacré au kit de percussion. Et il faut bien évidemment que l'instrument soit compatible avec les messages de type modulation, volume, pitch bend, balance, etc., etc. Donc on va voir rapidement le tableau de référence des instruments MIDI, de la norme General MIDI. Donc le classement par famille, c'est-à-dire de 1 à 7, on va retrouver les pianos, de 8 à 15, les percussions chromatiques, de 16 à 23, les orgues, de 24 à 31, les guitares, de 32 à 39, les basses, de 40 à 47, les cordes et instruments classiques, de 48 à 55, les ensembles, de 56 à 63, les cuivres, de 64 à 71, les bois, de 72 à 79, les flûtes, de 80 à 87, les synthés ensemble, de 96 à 103, les synthés effets, de 104 à 111, les instruments ethniques, de 112 à 119, les percussions, de 120 à 127, les bruitages. Donc on a un classement par famille, sinon on a une liste des instruments de 1 à 128 en détail, comme ceci. Et après, ensuite, on a le kit de batterie GM, donc qui, à la différence d'un instrument, recueillera au sein d'un même précepte, d'un même patch, plusieurs sonorités assignées sur chacune des touches de votre clavier ou de votre synthé. C'est-à-dire du Ré dièse octave 1 jusqu'à C6, donc à savoir le Do 6e octave. Donc cette norme a connu des évolutions compatibles GM, notamment grâce à d'autres constructeurs, tels que Roland, qui présentera la norme GS, qui augmente en gros le nombre de banques à 128 contenant chacune 128 sons, et Yamaha avec la norme XG, qui va encore plus loin dans la gestion des paramètres du son. Alors voilà pour les standards, le standard GM et ses extensions. Maintenant, on va parler du MIDI file. Alors, donc lui, c'est un fichier standard, universel, qui contient des informations de notes, de paramètres, que vous retrouverez notamment dans les CC, les control change, comme on a pu le voir précédemment. Donc ce fichier, lui, il aura l'avantage d'être lu par tous les logiciels, machines, ordinateurs, téléphones portables, compatibles, c'est ce qu'on appelle en fait les players. Donc vous faites lecture avec votre player et toutes les notes seront rejouées avec les instruments adéquats sur une ou plusieurs pistes, au bon tempo, avec les bons volumes, les bonnes balances équilibrées, etc., etc. Donc il existe deux extensions à ce fichier MIDI file, le SMF pour Standard MIDI File ou MID, MID pour MIDI. Donc il y a trois formats différents dans ce MIDI file. On parle du format 0, c'est-à-dire pour un fichier qui ne contient qu'une seule piste d'instrument et qui peut prendre en compte les messages jusqu'à 16 canaux MIDI. On a le format 1 qui lui donc reprend la même chose, sauf que lui, il pourra contenir une ou plusieurs pistes d'instruments bien distincts. Et le format 2, qui est moins utilisé, on va dire, qui est un fichier qui contient plusieurs séquences qu'on pourrait assimiler en quelque sorte à un genre de pattern. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc vous allez me dire, bah oui, mais il y a trois types de normes MIDI, le GM, le GS et le XG. Et donc comment ça se passe concernant la compatibilité des versions qui sont améliorées par rapport au standard GM? Tout réside dans la structure même du fichier. Parce qu'il est composé avec des blocs, des paragraphes qu'on appelle des chunks. Alors pas choc, aucun rapport avec lui. Okay, donc vous avez donc un morceau qui est nommé. Alors la première partie, donc le premier chunk est appelé le header, qui donne en fait les informations générales sur l'organisation du fichier, la longueur, le format MIDI,
le nombre de pistes, la valeur de synchronisation en termes de temps. Vous avez l'autre bloc, le track chunk, qui lui va préciser le temps écoulé de l'événement, les données d'événement, les messages des canaux MIDI, la synchro, les messages exclusifs pour le transfert des sons. Et vous avez le troisième bloc en fait, qui lui s'appelle les variable length value, les valeurs de longueur variable. Sans compliquer l'affaire, en fait, ça permet de gérer les octets que peut contenir une valeur. Évidemment, pour revenir à la compatibilité avec ces blocs, imaginons vous avez un GS ou un XG qui est plus complexe qu'un GM standard. Donc si vous lisez un fichier MIDI ou un norme XG qui contient en fait des messages qui ne sont pas reconnus par le standard GM tout simple, imaginons vous avez un fichier XG, il pourra être lu par la norme GM, mais s'il y a des valeurs qu'il ne connaît pas, il va passer son chemin, mais il ne va pas vous bloquer. C'est ça l'avantage en fait de ce principe-là. Donc on peut librement utiliser le format GM, GS ou XG, ils seront compatibles les uns et les autres. Sauf que le GS et le XG, comme ils sont un peu plus évolués, si le GM essaye de le lire et qu'il ne trouve pas l'information, il va essayer de trouver la notion la plus proche ou l'instrument le plus proche qui est le plus proche en fait du message initial pour donner un résultat, mais surtout il n'est pas bloquant. Donc ça donne une compatibilité à 100%. Donc en définitive, ce fichier MIDI file il a l'avantage d'être compatible avec tous les supports qui acceptent ce format, qui est très répandu, aussi bien donc, dans les ordinateurs, les séquenceurs de votre DAW, c'est votre Digital Audio Workstation, c'est votre séquenceur de l'ordinateur, ou du séquenceur de votre synthétiseur. Donc on peut importer ou exporter facilement un MIDI file, il est très léger, de l'ordre du kilo-octet, il peut être modifié à souhait, en termes de notes, de volume, n'importe quel paramètre. On peut accélérer, ralentir le tempo sans qu'il y ait de destruction sonore, contrairement à l'audio, puisqu'ici on ne gère que des messages. La qualité de restitution sonore, elle va varier en fonction du support de lecture. En effet, la qualité sonore d'un instrument général MIDI d'un téléphone portable va pas donner le même rendu que celui du dernier synthétiseur de chez Norlid. C'est évident. Donc enfin voilà, donc bon, c'est vrai que jusqu'à présent vous utilisiez peut-être le MIDI sans trop savoir ce qu'il y avait en dessous de tout ça, donc maintenant vous aurez une idée de comment tout ça fonctionne. Donc j'espère que ce tuto vous aura intéressé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, un pouce bleu si vous avez aimé, et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ciao!